Si on considère juste l'ancrage, je dirais, éthérique, eh bien c'est la capacité que l'être humain il a de capter l'énergie de la Terre à partir de sa plante des pieds et aussi de tout son corps énergétique, mais surtout la plante de ses pieds, par un méridien qui finit au niveau de la plante des pieds, qui est le méridien du rein. Il y en a un point qui est le 1 du rein sur la plante des pieds. Et donc c'est cette capacité qu'on a au niveau éthérique, au niveau énergétique, à être en relation avec la Terre et à capter l'énergie de la Terre pour la faire monter dans son corps, la stocker au niveau des reins et ensuite la faire circuler dans son corps. Et c'est aussi cette capacité à faire repartir l'énergie usée dans la Terre. Comme ça, il y a un cycle de circulation entre la Terre et l'être humain qui fait que l'être humain capte l'énergie de la Terre, l'énergie nouvelle, et la renvoie dans la Terre quand elle est usée. Ça, c'est la capacité, je dirais, au niveau éthérique, à nourrir son corps éthérique et à nourrir son corps physique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette capacité-là à prendre l'énergie comme ça, eh bien, il va y avoir une fatigue chronique. Pourquoi? Parce que l'être humain, il se nourrit de différentes façons. Il se nourrit par l'alimentation, d'accord? Donc l'alimentation lui amène de l'énergie. Il se nourrit par la respiration, donc l'air lui amène de l'énergie, mais il se nourrit aussi de tout ce qui l'environne, de par son corps éthérique. Et la terre fait partie de cette nourriture qui nous est indispensable. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques qui disent qu'il faut marcher pieds nus dans la terre, qu'il faut effectivement pratiquer des visualisations, des techniques d'ancrage. Voilà. Mais ça concerne que le plan éthérique. Alors pour une histoire de compréhension, je vais dissocier les différents ancrages, mais en fait dans la réalité ils ne sont pas dissociés. C'est vraiment pour les comprendre mentalement. Donc il y a déjà cette première version. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui marchaient pieds nus, qui effectivement étaient au contact de la nature, qui faisaient ces respirations-là, qui faisaient ces pratiques, mais qui, je dirais, émotionnellement et mentalement, n'étaient pas forcément ancrés. C'est-à-dire qu'il y avait un peu une capacité à, pas à vivre en marge de la société, mais il faut savoir que cet ancrage, cette connexion à la Terre, c'est ce qui nous permet de matérialiser aussi ce qu'on veut dans la vie. Il y a, en fait, l'être humain, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est une antenne cosmotellurique, c'est-à-dire qu'il y a la connexion cosmique et la connexion tellurique. La connexion cosmique, c'est la capacité à se sentir relié à quelque chose. C'est la capacité aussi à avoir des idées, des concepts, à avoir des projets dans l'avenir. Voilà, c'est la capacité à vraiment à se connecter à l'univers et avoir cette confiance en la vie qu'on va pouvoir matérialiser ce qu'on désire. Mais il faut déjà y penser à ce qu'on veut matérialiser. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on a des idées et des projets que ça se matérialise dans la vie. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, mais en résultat, il n'y a rien qui se fait dans la vie. Eh bien, cette capacité à matérialiser les choses dans la vie, ça se situe au niveau du pôle tellurique. C'est ce qu'on appelle l'ancrage, mais l'ancrage global. Et il y a beaucoup de gens qui ont une forte énergie vitale, hein, c'est-à-dire qu'ils captent l'énergie de la Terre, ils sont en bonne santé, mais quand il s'agit de matérialiser les projets dans la vie, ça ne se fait pas. Donc ceux-là, ils ont un ancrage énergétique, mais ils n'ont pas un ancrage mental. Et le mental doit s'ancrer aussi dans cette connexion tellurique comme ça. Ce qui fait que vous pourrez rencontrer des personnes qui suivent des chemins spirituels. Ils vont avoir une bonne énergie, ils vont avoir une bonne connexion à la Terre, mais quand il s'agit de matérialiser une vie financière, une vie affective, etc., ça peut pêcher parce qu'ils n'ont pas forcément cet ancrage mental. Et l'ancrage mental, lui, ne dépend pas du rein, c'est-à-dire de prendre l'énergie de la Terre, comme je vous l'ai dit, au niveau éthérique. Cet ancrage mental, il dépend de la capacité à accepter la vie comme elle est et à accepter le monde matériel dans lequel on est venu comme il est. Ce qui fait que quelqu'un qui est dans la finance et qui travaille, voilà, ou qui a un travail, je dirais, où il est nécessaire de gérer de l'argent et qui n'a pas de problème avec ça, il va avoir cet ancrage mental de la société matérielle comme elle est, puisqu'on est né, voilà, si je parle qu'on est né en Occident, c'est pas pour rien qu'on est en Occident, d'accord? Et donc il va avoir cette faculté à pouvoir matérialiser sa vie dans les paramètres qui sont donnés en Occident sur ce domaine financier, par exemple, parce qu'il a cet ancrage
il accepte les règles du jeu au niveau financier. J'ai pris le milieu financier parce que c'est ce qui nous vient le plus facilement à l'esprit. C'est pareil pour la famille. On peut avoir un ancrage familial, c'est-à-dire une capacité à matérialiser déjà une vie amoureuse, une vie familiale, parce que on accepte d'être, je dirais, un père de famille, on accepte le rôle d'être un père de famille ou le rôle d'être mari. Voilà. Si vous avez des traumas qui ont induit chez vous une difficulté à devenir père ou une difficulté à devenir conjoint, vous allez avoir tendance à fuir, d'accord, ces responsabilités, entre guillemets, ces responsabilités ou ces rôles que vous allez pouvoir adopter. Et si vous fuyez ces rôles de la vie matérielle, en tant que père, en tant que conjoint, eh bien, vous allez manquer d'ancrage pour matérialiser et sa vie, et cette vie, affective, et cette vie familiale. Et là, il n'est plus du tout question de capter l'énergie de la Terre. On n'est plus du tout dans cette notion-là. On est dans cette notion d'accepter la vie telle qu'elle est, dans sa matérialité, dans, je dirais, le pays où on est venu s'incarner, dans la famille où on est venu s'incarner aussi. Parce que si vous vous sentez très jeune, on peut le rencontrer chez beaucoup de personnes, très jeune, vous vous sentez, je dirais, étranger un peu à votre famille. C'est-à-dire que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille, quoi, ça ne me parle pas. Cette famille ne me parle pas. Donc quelque part, vous allez avoir tendance à rejeter un peu cette famille, ou vous sentir un peu isolé, ou à fuir un peu cette famille. Eh bien, ça peut vous donner des problématiques d'ancrage parce qu'il n'y a pas une acceptation complète de votre incarnation. Et on rencontre beaucoup cette difficulté d'ancrage émotionnel et mental dans les personnes qui ont une difficulté d'incarnation. C'est-à-dire que très tôt, l'incarnation sur Terre, ça ne leur parle pas forcément. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont avoir tendance à faire? Elles vont avoir tendance à chercher, je dirais, un monde un peu sublimé. Ce monde sublimé, on peut le trouver dans certains mouvements, je dirais, de spiritualité. Et donc, on va partir effectivement, dans des méditations, on va partir dans une spiritualité éthérée qui ne nous fait pas développer notre ancrage mental. Ça peut nous faire développer notre ancrage énergétique parce qu'on fait des techniques, effectivement, de connexion à la Terre, mais on ne va pas venir incarner tous ces rôles. Le maître indien qui a suivi nous dit, ok, moi je suis là pour vous donner les clés, il n'y a pas de souci. Venez chercher ce que vous avez à chercher, mais par contre, allez le matérialiser dans le pays où vous êtes né. Si c'est pour venir se réfugier dans mon ashram et fuir votre rôle de père, ou votre rôle de conjoint, ou votre rôle professionnel, ce n'est pas de la spiritualité. C'est de la fuite, mais ce n'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est la capacité à vivre sa vie matérielle, je dirais, mais avec cette connexion cosmique. Mais il faut que ça se vive dans cette vie matérielle. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à matérialiser dans sa vie, je dirais, un ou plusieurs domaines, c'est-à-dire le domaine matériel, financier, avoir son logis, sa vie affective, amoureuse, peut-être sa vie familiale, si on veut eh bien, c'est qu'il y a un problème, je dirais, d'ancrage. Mais un ancrage, pas éthérique comme j'ai dit, mais un ancrage mental. Alors, d'où peut venir cette problématique, je dirais, d'ancrage global? Si c'est un problème d'ancrage éthérique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à capter l'énergie de la Terre pour être en bonne santé, ça peut venir effectivement en énergétique de ce qu'on appelle un vide de rein, c'est-à-dire que des reins ne pompent pas assez l'énergie de la Terre. Là, je dirais, il y a des techniques telles que l'acupuncture, la bioénergie, etc., qui peuvent suppléer à ça. Par contre, si vous avez un problème d'ancrage mental, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à matérialiser cette vie comme vous voudriez la matérialiser, eh bien, des techniques énergétiques ne vont pas suffire. Il va falloir qu'une conscience, du moins qu'on explore ces racines, parce qu'on a des racines qui sont des racines énergétiques, émotionnelles et mentales, qui vont dans la Terre. Il va falloir effectivement chercher dans ces racines la raison pour laquelle on n'arrive pas à matérialiser ceci. Alors d'où ça peut venir? Ça peut venir d'un sentiment très tôt de pas se sentir à sa place. On arrive sur cette terre, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Voilà. Ça peut venir aussi d'une éducation, de traumatisme qui arrive enfant.
par exemple. Ça peut venir aussi de l'intra-utérin. Voilà, l'enfant arrive, on ne l'en veut pas, on décide de le faire partir, mais finalement on ne le fait pas partir, ou on n'y arrive pas, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet enfant, il va avoir des difficultés pour incarner sa vie. D'accord? Il n'est pas le bienvenu. Chaque fois qu'on n'est pas le bienvenu, ça peut, je dis bien ça peut, c'est pas automatique, mais ça peut effectivement créer des pollutions dans nos racines qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir complètement s'ancrer et matérialiser ce que l'on veut matérialiser dans sa vie. Ça peut venir aussi, donc je l'ai dit, hein, de l'enfance, de divers traumatismes. Ça peut venir aussi d'une instabilité dans la famille, il n'y a pas eu de repère avec les parents, où on a déménagé multiples et multiples fois, maintes et maintes fois, et du coup on n'a pas réellement de racines. Et ça va être difficile au niveau émotionnel et au niveau mental de poser des repères pour une vie, en fait. Voilà, ça on le rencontre beaucoup. Alors, on peut avoir un ancrage énergétique, hein, je suis en pleine forme, je capte l'énergie de la Terre, mais j'ai déménagé tellement de fois où j'ai tellement été en insécurité quand j'étais enfant, que je vais être toujours dans cette tendance de mouvance. Donc je ne vais pas pouvoir me poser pour réaliser un rôle professionnel, pour réaliser un rôle, je dirais, familial ou un rôle affectif. Ce qui fait que je vais pouvoir passer d'un boulot à l'autre et je n'arrive pas à aller dans la durée ou à créer vraiment une situation stable. Je vais passer d'une personne à l'autre et je ne peux pas créer un couple dans la durée. Je ne créerai pas de famille alors que j'en ai envie. Ne parlons pas de la personne qui n'a pas envie de créer une famille. Donc là, elle n'a pas envie de créer une famille, elle n'est pas dans l'incapacité à la matérialiser puisqu'elle ne veut pas la créer. Mais si j'ai vraiment cette volonté de créer une famille, que je n'arrive pas à la matérialiser, c'est là où il y a un problème d'ancrage. D'accord ? Si je ne désire pas avoir de maison, où est le problème? Mais si je désire une maison et que je n'arrive pas à la créer, à vraiment me poser un endroit, c'est là où il y a un problème. Donc il va falloir aller rechercher dans les racines quels sont les traumatismes qui ont pu être à l'origine de ce défaut d'ancrage mental. D'accord ? Donc de cet excès de mouvement qu'on a pu avoir en enfant, ou alors de cet excès d'insécurité, des traumatismes qui ont pu générer ça. Il y a aussi tous les traumatismes qui, je dirais, entre guillemets, décorporent la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des abus sexuels, par exemple, d'accord, et la personne, pour éviter cette souffrance, ou des violences parentales, pour éviter cette souffrance, pour ne plus souffrir, c'est comme si la conscience s'extirpait du corps. Le corps est là, mais la conscience n'est plus là. Donc la conscience va essayer de ne plus souffrir par rapport à ça. Le problème, c'est que quand on s'est dissocié, c'est difficile de se réassocier comme ça, de réintégrer son corps. Et on peut passer comme ça des années et des années et des années à être dissocié. Du coup, la conscience n'est plus dans le corps. Comme elle n'est plus dans le corps, ben, ce corps n'a plus un ancrage mental nécessaire. Et donc, il peut y avoir un phénomène de fuite. Et je vais fuir les relations, je vais fuir la capacité à faire une famille, je vais fuir la capacité à créer une carrière ou un travail épanouissant, et je vais, entre guillemets, errer dans ma vie comme ça, en essayant d'en sortir le mieux. Et là, comme je disais, on n'est pas dans un ancrage éthérique, énergétique. Hein, la personne peut mener cette vie tout à fait en n'étant pas du tout fatiguée, et en étant connectée à la Terre et pouvoir créer cet ancrage, mais la conscience n'est pas là, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de différencier ces différents types d'ancrage, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a des personnes qui me disent, moi je suis en super santé, quoi. Je sens vraiment que je suis là, voilà, j'ai un niaque, je fais du sport, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce que je voudrais réaliser, ben, ça ne se réalise pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de dissocier ces différents types d'ancrage. Et il y a aussi l'ancrage, j'ai passé de suite à l'ancrage mental, mais il y a aussi l'ancrage émotionnel. L'ancrage émotionnel, c'est la capacité à pouvoir gérer ses émotions. Voilà, je ressens une émotion qui est la tristesse, etc. Et je ne me laisse pas déborder par cette émotion et elle ne gère pas ma vie. Il y a des gens qui se font gérer, je dirais, leur vie par des émotions. La colère, la tristesse, la peur, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Eh bien, ces émotions reviennent très fréquemment et, je dirais, prennent un peu le gouvernail et dirigent la vie de la personne. Quand on a affaire à des personnes comme ça, c'est qu'elles n'ont pas un ancrage émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de racines solides dans leur émotionnel, de façon à ne plus être gérées par les émotions, mais à gérer elles-mêmes leurs émotions. Donc là, pareil, il va falloir chercher dans les traumatismes, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance,
comment cet émotionnel, quand il était enfant, je dirais les parents ont pu l'aider, cet enfant, à prendre soin de son émotionnel, comment elle a pu gérer tant bien que mal ses émotions. Il va falloir, entre guillemets, repérer ceci et permettre à la personne de rééduquer son émotionnel, de rééduquer la gestion de ses émotions. Donc vous voyez qu'il est important de différencier ces différents types d'ancrage, parce qu'on peut partir dans un mouvement spirituel, quel qu'il soit, hein, donc chercher une voie spirituelle. Et si on n'a pas d'ancrage, qu'il soit physique, mais celui-ci, le physique, en étant en position, je dirais, de méditation, le physique, il va se faire, parce qu'on est au sol, ou on est dans une position qui fait qu'on a un contact avec la terre, et généralement, avec la méditation, cet ancrage physique qui vient. La méditation peut aussi aider à l'ancrage émotionnel, puisqu'effectivement le fait de vouloir atteindre la vacuité, ce vide mental, etc., va permettre de mieux gérer ses émotions. Donc la méditation va pouvoir nous aider sur ces deux points. Par contre, la méditation, elle ne va pas forcément nous aider à gérer cet ancrage, je dirais, dans la matière, c'est-à-dire à matérialiser une vie vraiment dans les rôles qu'on doit jouer. Imaginez-vous au dernier moment de votre vie. Et pour moi-même, j'ai toujours réfléchi comme ça. Imaginez-vous, et ça très jeune, imaginez-vous au dernier moment de votre vie, où vous faites, je dirais, la rétrospective de toute votre vie. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas regretter de ne pas avoir fait? J'ai toujours donné ce référent. Et moi, c'est quelque chose que je garde toujours en ligne de mire. Je me dis, voilà, quand tu vas mourir, que tu vas quitter cette terre, même si on a plusieurs vies, mais les autres vies, on ne se rappelle pas forcément. On est dans cette vie-là, de toute façon. D'accord? C'est pour ça que les vies antérieures, c'est bien. On va chercher des informations, mais il ne faut pas vivre dans ces vies antérieures. Parce que notre vie, elle se vit ici, là, maintenant, au temps présent. Mais ça ne nous empêche pas d'aller au moment de notre vie, se dire, voilà, j'aurais parcouru ma vie, mais qu'est-ce que je veux surtout pas regretter? Surtout pas regretter. Moi, je préfère me dire, tiens, j'ai fait ça et je me suis trompé, ok, que de me dire, j'ai pas fait ça et je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc je dis toujours aux personnes, voilà, mettez-vous à ce moment, mettez-vous à ce niveau-là et marquez sur un papier tout ce que vous ne voulez pas regretter. Une fois que vous aurez marqué une phrase, peut-être 2 phrases, 3 phrases, de tout ce que vous ne voulez pas regretter de ne pas avoir fait, en face, vous mettez maintenant « j'ose maintenant le faire ». Et ce mot « maintenant », il est super important. Parce que si vous mettez « j'ose le faire », quand? Dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans? Ça sera peut-être trop tard. J'ose dès à présent, ou maintenant. J'ose maintenant le faire. Et là, je dis aux personnes, vous prenez un bâton, et là, ça tape vraiment sur l'ancrage, cette technique elle est très très forte. Vous prenez un bâton, vous pensez à ce que vous avez écrit sur votre phrase, sur votre papier, comme phrase. Et vous faites ça pour chaque phrase. Et vous allez dans un lieu où vous pouvez vraiment vous exprimer très fort, ou chez vous, hein. Mais bon, faire attention de ne pas casser le carrelage, donc le faire dans la terre, c'est beaucoup mieux. Vous prenez ce bâton, un bâton solide, et vous frappez fortement cette terre comme ça en disant « j'ose maintenant le faire ». La peur de perdre sa liberté, c'est ce qui revient souvent. Ouais. On ne va pas dans un rôle professionnel ou familial ou affectif parce qu'on a peur de perdre sa liberté. Pourquoi on a peur de perdre sa liberté? Eh bien parce que le mot emprisonnement nous parle. Donc est-ce que le mot emprisonnement, est-ce qu'il nous parle vraiment à nous? Est-ce qu'on s'est senti emprisonné dans cette vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que dans nos racines, c'est-à-dire dans notre généalogie, quelqu'un s'est senti emprisonné. Peut-être que l'histoire des couples, dans la famille, se résume dans l'emprisonnement et qu'au niveau de mes cellules, vibre cette information et fait que je n'ai pas envie d'être emprisonné dans une vie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester longtemps dans un rôle où je ne vais pas y aller, je vais fuir ces situations. Et là, c'est ce qu'on appelle un manque d'ancrage. Voilà. Alors que j'en ai envie, mais je les fuis. J'ai envie d'être en couple, mais chaque fois que je suis en couple, je vais trouver chez l'autre quelque chose qui ne va pas, qui fait que je vais quitter ce couple et je vais fuir.
Donc, de prime abord, je vais dire, oui, mais celui-ci ou celle-là, elle ne me convenait pas parce qu'elle avait tel ou tel défaut. On sait bien, personne n'est parfait. D'accord ? Et on va prendre prétexte et excuse de ce défaut pour quitter l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut passer de partenaire en partenaire, au bout de plusieurs années, en se disant, mais j'ai rencontré personne qui m'allait. Mais c'est pas parce que les personnes ne convenaient pas, c'est parce que ce qui sous-tendait cette fuite, c'était la peur d'être emprisonné. Donc cette peur d'être emprisonné, elle est très très fréquente. C'est la peur que je retrouve le plus, donc la peur de perdre sa liberté, hein, qui peut nous faire fuir. Après, on peut trouver la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné par l'autre aussi. Hein. Donc j'ai connu l'abandon, ou dans ma famille on a connu l'abandon, ou dans une vie passée j'ai connu l'abandon. Donc je dirais mon énergie cellulaire est empreinte de cette mémoire d'abandon. J'ai tellement peur d'être abandonné par l'autre que je vais l'abandonner avant. Comme ça, je reste, entre guillemets, maître du jeu et sous contrôle de la situation. Je ne vais plus souffrir d'abandon parce que c'est moi qui abandonne. J'en souffrirai quand même beaucoup moins que si je me sens abandonné ou je suis abandonné. Il y a toujours une peur derrière. Il y a toujours une peur. Et ce n'est pas évident soi-même d'aller voir cette peur. Comme je dis, c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'aller faire son ancrage énergétique. On va faire du sport, on va faire de la salle, on va dans la nature, etc. L'ancrage émotionnel, il y a plein de techniques. L'EFT, le MDR, ou même soi-même, la respiration, la méditation. On apprend à gérer ses émotions avec la respiration et la prise de recul. Mais quand vraiment il y a une peur cachée à une situation qui nous empêche d'ancrer, c'est-à-dire de matérialiser, l'ancrage, c'est la matérialisation. D'ancrer cette vie comme on le veut, c'est difficile d'aller voir soi-même de façon très neutre toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à une situation. Mais il y a toujours derrière une peur. La celle que j'ai trouvée le plus, c'était toujours la peur de perdre sa liberté, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Voilà, c'est surtout ces peurs-là qui reviennent. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes que j'ai pu aider à changer des choses dans leur vie en leur disant « Faites attention, si vous pensez que cette chose est juste dans votre vie, si vous pensez que vous n'avez personne, alors que vous voulez quelqu'un à vos côtés, vous souffrez de solitude. D'accord ? Mais accepter son présence, vivre en présence, c'est j'accepte ma solitude et je suis en paix avec ma solitude. On dit que c'est l'étape prioritaire pour changer les choses. Oui, mais si je pense que cette solitude, elle est juste, qu'est-ce qui va se produire ? Il va se produire le fait que je renseigne l'univers que vivre ma solitude, c'est quelque chose de juste. L'univers, il dit quoi ? C'est juste. Continue à vivre ta solitude. Et je disais aux personnes, non, vous avez le droit de vous rebeller. Donc pareil, vous prenez votre bâton, vous allez dans la forêt, vous parlez à l'univers, c'est-à-dire que vous allez parler à vos cellules, vous allez parler à votre inconscient, vous allez parler à l'univers, en disant, stop. J'ai compris ce que me voulait dire cette épreuve, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur le passé, ou peut-être sur les peurs. La peur d'être trahi fait que je reste seul. D'accord ? Mais si j'accepte complètement cette solitude et que je dis c'est juste, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si je travaille sur les traumatismes du passé, si je travaille sur la peur d'être trahi, ok, j'accepte cette solitude, mais j'ai plus envie de la vivre. Le temps, il passe. Et que je déclare à l'univers et je dis très fort, en toute stop, ça suffit, j'ai compris cette épreuve, j'ai compris d'où ça venait, je libère cette peur, je libère cette passé. Mais stop à la solitude. Je peux vous assurer qu'il se passe des trucs, mais phénoménaux. Vraiment phénoménaux. Et beaucoup de personnes, j'aurais fait faire ça 15 jours après la rencontre des personnes. Alors que ça faisait 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'elles étaient dans la solitude. Elles disaient, c'est juste. C'est juste. Si ça m'arrive, c'est que c'est juste. Ok, mais jusqu'à quel point c'est juste ? Jusqu'à quel point tu acceptes de vivre l'épreuve aussi ? Donc ça fait appel aussi à notre volonté à sortir d'une situation.